L'humanité est au bord de l'annihilation depuis des décennies. Du premier éclair nucléaire à Trinity à la dévastation d'Hiroshima et Nagasaki, la terrifiante puissance des armes nucléaires a déjà été déchaînée auparavant. Mais ce qui nous attend aujourd'hui est bien plus mortel. Des ogives, des centaines, voire des milliers de fois plus puissantes, sont prêtes, silencieusement cachées dans des silos, des sous-marins et sur des bombardiers. Nous avons connu des moments critiques, crise des missiles cubains, tension de la guerre froide, menaces imprévisibles, mais l'espoir ne dure que jusqu'à l'entrée des codes. Avec l'effondrement des traités et les superpuissances qui poussent leurs arsenaux plus loin, la menace d'une guerre nucléaire n'est pas seulement un cauchemar lointain, c'est une réalité imminente. La seule question qui compte, que se passe-t-il lorsque l'impensable devient réel? Comment les États-Unis réagiraient-ils à une guerre nucléaire totale? Cette vidéo explorera ce sujet. Un proverbe dit que les guerres sont menées avec des armes, mais gagnées par les hommes. Cependant, la guerre nucléaire est la terrifiante exception. Dans ce scénario sombre, il ne s'agit pas de bots sur le terrain, ou de brillance stratégique. C'est celui qui peut porter le coup le plus dévastateur avant la fin du temps imparti. C'est pourquoi les armes nucléaires elles-mêmes deviennent les acteurs centraux, chacune étant un potentiel changeur de jeu, ou un finisseur de jeu. Après tout, nous parlons d'armes qui peuvent effacer des villes, démanteler des armées, et modifier le cours de l'histoire en une fraction de seconde. C'est la réalité d'un conflit nucléaire. Froid, calculateur et franchement terrifiant. Donc, bien que les dirigeants et les tactiques comptent, avoir les bons outils, les bonnes armes, est non négociable. Et dans le cas des États-Unis, ces outils se présentent sous 3 formes, depuis la terre, la mer et l'air. Nous faisons référence à la triade nucléaire, conçue pour assurer que les États-Unis peuvent riposter avec une force dévastatrice, peu importe les circonstances. Alors avant de décomposer notre scénario de comment les États-Unis mèneraient une guerre nucléaire, examinons d'abord comment fonctionne cette triade, et pourquoi c'est un dissuasif si effroyablement efficace. La triade est composée de 3 éléments critiques, les missiles balistiques intercontinentaux, basés au sol, missiles balistiques intercontinentaux, les missiles balistiques lancés par sous-marins, missiles balistiques lancés par sous-marins, et les bombardiers stratégiques. Chaque volet de la triade joue un rôle unique, fournissant une défense superposée et complémentaire qui garantit qu'aucun adversaire ne peut éliminer la capacité des États-Unis à riposter à une attaque. Au total, la triade américaine comprend 400 missiles balistiques intercontinentaux, prêts à être lancés depuis des silos sécurisés, 14 sous-marins porteurs de missiles balistiques, livrant 240 missiles balistiques, lancés par sous-marins, patrouillant dans les profondeurs, et 60 bombardiers capables de livrer soit des bombes à gravité, soit des missiles nucléaires. Ensemble, ces systèmes forment l'épine dorsale de la dissuasion nucléaire des États-Unis, prêts 24 heures sur 7 pour prévenir, ou si nécessaire, répondre de manière décisive à toute action catastrophique d'un adversaire. Examinons de plus près chaque pilier de cette puissante structure, en commençant par les missiles balistiques intercontinentaux basés à terre. Ces missiles sont sans aucun doute le composant le plus réactif de l'arsenal nucléaire américain. Ce sont les sentinelles silencieuses, dispersées à travers les vastes plaines du Montana, du Dakota du Nord, du Wyoming, du Colorado et du Nebraska, prêtes à être lancées rapidement si l'inimaginable se produisait. Nous avons mentionné le chiffre 400. Il y a 400 missiles balistiques intercontinentaux, opérationnels, logés dans des silos renforcés. Ces silos abritent le Minuteman III, un missile d'une portée effrayante d'environ 8000 miles. C'est suffisant pour frapper presque partout sur Terre. Chaque Minuteman III est armé d'une seule ogive nucléaire qui délivre une puissance explosive allant jusqu'à des kilotonnes, bien qu'il soit capable d'en transporter jusqu'à 3. Pour donner une idée, c'est plus de 30 fois le rendement de la petite Boy, la bombe larguée sur Hiroshima. Mais la puissance brute n'est pas la seule chose qui rend ces missiles spéciaux. C'est leur capacité à être lancés instantanément, 24 heures sur 7, 365 jours par an. Ces missiles sont en alerte continue depuis 1959, et ils sont connectés à un réseau complexe de câbles renforcés et de centres de contrôle de lancement souterrains. Chaque centre est géré par une équipe de 2 officiers, prêts à exécuter l'ordre du président à tout moment. Et si pour une raison quelconque, les communications avec ces centres sont perdues, les centres de contrôle de lancement aérien dans les avions E-6B peuvent prendre le relais, en veillant à ce que les missiles puissent toujours être tirés. Les missiles balistiques intercontinentaux. Minuteman III ont subi des mises à niveau et des efforts de modernisation continus au fil des décennies, les rendant non seulement opérationnels, mais extrêmement efficaces. Ces missiles de plus de 79 454 kg sont plus précis et mortels que jamais.
Ils sont également incroyablement rapides, volant à des vitesses allant jusqu'à 15 000 miles par heure, soit environ Mach 23, et atteignant un plafond de 700 miles avant de livrer leur charge utile dévastatrice. Ainsi, dans l'effrayant jeu de la surenchère nucléaire, les missiles balistiques intercontinentaux, basés à terre, sont la première et la plus rapide ligne de défense de l'Amérique, toujours en alerte, toujours prêts à lancer, et un rappel constant au monde du prix à payer pour franchir la ligne rouge nucléaire des États-Unis. Discutons maintenant du deuxième pilier de la triade nucléaire américaine, la mer. Plus précisément, nous parlons de la flotte de 14 sous-marins stratégiques de classe Ohio, qui se cachotent sous les vagues de l'océan. Ces sous-marins sont furtifs, mobiles et presque impossibles à suivre. Ce sont les véritables fantômes des profondeurs, ce qui en fait la partie la plus survivante de l'arsenal nucléaire américain. Une partie de cette flotte est toujours en patrouille, garantissant qu'elle reste une force de frappe secondaire crédible, même dans le pire des scénarios. 8 de ces sous-marins sont stationnés à Bangor, Washington, près de Seattle, et les 6 autres à Kings Bay, en Géorgie. Chaque sous-marin est alimenté par un réacteur nucléaire qui peut fonctionner jusqu'à 20 ans sans rechargement. Oui, vous avez bien entendu, 20 ans. Cette capacité incroyable leur permet de patrouiller dans les océans du monde pendant de longues périodes, passant généralement 77 à 90 jours en mer avant de retourner au port pour l'entretien. Passons maintenant à la puissance de feu. Chaque sous-marin de classe Ohio peut transporter jusqu'à 20 missiles balistiques, Trident 2D5, et chacun de ceux-ci peut être armé de jusqu'à 8 ogives nucléaires, véhicules de rentrée multiples indépendamment ciblables, Dukovokre 76, avec un rendement de 100 kilotonnes de trinitrotoluène. Véhicules de rentrée multiples indépendamment ciblables, et l'acronyme de Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle. Donc ce sont 8 ogives séparées sur un seul missile, chacune capable de frapper des cibles différentes avec une précision dévastatrice. Cela signifie qu'un sous-marin de classe Ohio, entièrement chargé de missiles Trident, peut lancer 160 ogives nucléaires en une seule salve. Pour mettre cela en perspective, un seul de ces sous-marins a assez de puissance de feu pour anéantir un pays entier. En fait, comparé à d'autres arsenaux nucléaires, un seul sous-marin de classe Ohio serait la 6e force nucléaire la plus puissante au monde. Jusqu'où peut aller cette puissance destructrice ? Les missiles Trident 2D5 ont une portée remarquable de 7500 miles, assez pour frapper des cibles à l'autre bout du monde. Mais qu'en est-il de leur précision ? Là non plus, il n'y a pas de problème. Chaque missile peut atteindre sa cible à moins de 96,8 mètres, même lancé à des distances stupéfiantes. Mais malgré toutes ces caractéristiques impressionnantes, la qualité la plus cruciale de cet élément de la triade nucléaire reste sa capacité de survie. Les sous-marins de classe Ohio sont incroyablement difficiles à détecter, ce qui rend presque impossible pour tout adversaire de les éliminer lors d'une première frappe. Passons maintenant à la troisième composante de la triade nucléaire américaine, l'air. Cet élément combine de manière unique flexibilité et dissuasion stratégique. Au cœur, la composante aérienne se compose de bombardiers stratégiques et d'armes nucléaires livrées par avion, avec des centaines de bombes nucléaires, y compris la redoutable B-83. Stratégiquement positionnés dans diverses bases militaires, à la fois sur le territoire national et à l'étranger. Le légendaire B-52 Stratofortress et les avancées Jet B-2 Spirit sont à l'avant-garde de cette capacité, offrant une gamme d'options de réponse conventionnelles et nucléaires qui mettent en évidence leur polyvalence inégalée. 50. United States Air Force exploite une flotte comprenant 46 B-52H Stratofortress capables de transporter des armes nucléaires et 20 B-2A Spirits. Ces avions, piliers flexibles de la triade, peuvent délivrer rapidement une puissance de feu massive à l'échelle mondiale, même face aux défenses ennemies avancées. C'est particulièrement vrai pour le B-52 colonne vertébrale de l'United States, force de bombardier stratégique. Depuis son premier vol en 1954, il a effectué de nombreuses missions, transportant un impressionnant armement mixte de 70-454 kg, incluant des bombes à gravité et des munitions guidées avec précision. Le B-52 se vante également d'une portée de combat non ravitaillée, dépassant 8800 miles, limitée uniquement par l'endurance de l'équipage. Mais qu'en est-il du B-2 Spirit ? Eh bien, cet avion est tout au sujet de la technologie furtive et des capacités multirôles. Le B-2 peut pénétrer les défenses aériennes ennemies grâce à sa furtivité, et livrer à la fois des armes conventionnelles et nucléaires, avec une portée sans carburant d'environ 6000 milles nautiques. Grâce à leur portée inégalée, et leur capacité de ravitaillement en vol, ces deux bombardiers peuvent menacer de nombreuses cibles au cœur du territoire ennemi.
De plus, ils peuvent transporter des armes nucléaires et conventionnelles, adaptées à la correspondant mission précise. Cette adaptabilité permet un chargement et un déchargement rapide, offrant plus de flexibilité que les missiles balistiques intercontinentaux ou missiles balistiques lancés par sous-marins. En période de crise, les bombardiers peuvent être déployés chez les Alliés, démontrant l'engagement et la préparation à tous. Mais, étonnamment, les armes de la triade nucléaire ne sont pas les seules menaces brandies par les États-Unis. Après tout, nous parlons d'un pays dont le gouvernement a investi un stupéfiant 11,3 trillions de dollars de 1940 à 1996 dans son arsenal nucléaire seul. Pour les systèmes d'armes, on estime que les États-Unis a produit plus de 70 000 ogives nucléaires depuis 1945, éclipsant le total combiné de tous les autres États dotés d'armes nucléaires. En 2024, les États-Unis. L'arsenal nucléaire a été signalé comme contenant environ 5044 ogives, dont 1770 étaient déployées, 1938 étaient en réserve et 1336 avaient été retirées et devaient être démantelées. Outre les ogives sur les missiles balistiques intercontinentaux et les missiles balistiques lancés par sous-marins que nous avons mentionnés, ce chiffre impressionnant comprend 300 ogives dans les bases de bombardiers et environ une centaine de bombes tactiques stationnées dans les bases européennes. Connaissant maintenant la force nucléaire des États-Unis, explorons ce que cela implique dans un potentiel affrontement nucléaire. Pour notre guerre nucléaire hypothétique, prenons la Russie comme adversaire, car soyons honnêtes, si un conflit nucléaire majeur éclatait de nos jours, la Russie serait l'ennemi le plus vraisemblable. Avec environ 90% de l'arsenal nucléaire mondial entre ces deux nations, ce n'est pas qu'un affrontement théorique, les chiffres sont bien trop réels. Malheureusement, les tensions entre les deux pays sont aussi très vives. Depuis qu'elle a envahi l'Ukraine en 2022, la Russie n'a pas hésité à menacer de guerre nucléaire, positionnant son arsenal comme un rappel constant à la monte de sa puissance. Certains diraient que c'est son dernier vrai pouvoir. La direction russe voit depuis longtemps les États-Unis comme son ennemi numéro 1, l'ultime opposant à sa vision idéologique et stratégique du monde. Chaque menace militaire force le monde à imaginer les conséquences d'un affrontement nucléaire. Ce n'est plus une idée abstraite désormais. C'est une ombre menaçante qui pourrait se matérialiser avec un mauvais geste. Dans ce scénario, la Russie perçoit comme une menace directe un exercice militaire américain de haut profil près de sa frontière, considéré comme un mauvais geste aux yeux de Moscou. La Russie lance des avertissements. Sa direction est furieuse, considérant les actions américaines comme un prélude à une attaque. Les États-Unis ignorent ces menaces et continuent leurs opérations. Pourquoi s'inquiéter ? La Russie a crié au loup à propos de représailles nucléaires de nombreuses fois auparavant, mais cette fois, cela se produit réellement. La Russie fait le premier pas pour affirmer sa dominance. Moscou lance une frappe nucléaire tactique de faible puissance contre les États-Unis. La frappe, basée en Europe, n'a pas pour but d'anéantir mais d'envoyer un message, reculer, ou l'escalade se poursuivra. Mais les États-Unis ne peuvent ignorer cet acte effronté. La réponse est rapide, une frappe aérienne nucléaire tactique, frappant une installation militaire russe en représailles. C'est un échange 1 pour 1, et pour l'instant, les deux nations font une pause, espérant que la démonstration de force nucléaire a suffi pour y mettre fin. Mais le mal est fait, et ce qui suit est tout sauf retenu. Un début similaire à une guerre nucléaire a été prédit dans une simulation réalisée par le programme de l'université de Princeton sur la science et la sécurité mondiale, en 2019. Des simulations montrent que peu importe qui déclenche la guerre nucléaire, le résultat reste le même. Des villes entières réduites en cendres, des millions de vies perdues en quelques minutes, et le monde plongé dans le chaos. Une fois le premier échange nucléaire lancé, il n'y a pas de retour en arrière. Mais le sujet de cette vidéo n'est pas la dévastation en elle-même, c'est sur la manière dont les États-Unis se battraient dans un tel scénario. Alors examinons les décisions prises en coulisses, les stratégies guidant chaque frappe, et comment les mécanismes de la triade nucléaire entreraient en jeu. Une grande partie de notre exploration est basée sur le plan opérationnel intégré unique, schéma d'évacuation opérationnel permanent, un document hautement sensible, déclassifié en 2012. Le schéma d'évacuation opérationnel permanent était le plan général des États-Unis pour la guerre nucléaire de 1961 à 2003. Bien que la réponse exacte des États-Unis lors d'un conflit nucléaire soit imprévisible, le schéma d'évacuation opérationnel permanent offre un aperçu du raisonnement qui guiderait l'utilisation d'armes nucléaires dans une telle situation. Le schéma d'évacuation opérationnel permanent a spécifié les cibles, le timing et les armes qui seraient employées. Il a été conçu pour intégrer la triade nucléaire, bombardiers stratégiques, missiles balistiques intercontinentaux terrestres et missiles balistiques lancés par sous-marins, afin de garantir aux États-Unis une riposte écrasante à toute frappe nucléaire.
bien que ce plan ait évolué au fil des décennies. S'adaptant au changement de stratégie nucléaire, l'idée centrale demeure. Si une guerre nucléaire devait éclater, les États-Unis auraient un plan prédéterminé et hautement coordonné pour apporter une réponse rapide. Donc, quelles sont les implications pour le scénario de guerre nucléaire que nous envisageons ? Cela signifie qu'une fois la Russie passée à l'action, les dirigeants américains auraient déjà un plan bien défini pour la suite des événements. Ciblage, riposte et escalade, tout cela basé sur des décennies de planification minutieuse. Voyons maintenant comment ce processus se déroulerait. Que les premières frappes entre les États-Unis et la Russie soient mineures importe peu. Le seuil nucléaire a quand même été franchi, donc la seule direction que ce conflit peut prendre est celle d'une guerre nucléaire tactique, à part entière. La Russie prend les devants, les États-Unis ayant été les derniers à agir. Le pays lance une salve de missiles en direction des États-Unis. Cette réalité alarmante pousse les dirigeants américains à agir immédiatement. Le président, isolé dans un lieu sécurisé, est enveloppé dans une cacophonie de données provenant de réseaux superposés de capteurs terrestres et spatiaux. Chaque lancement de missiles est évalué et confirmé par une double phénoménologie, assurant la précision de l'information avant toute décision. Cette approche protège contre le danger de se fier aux données d'un seul capteur, ce qui pourrait conduire à une erreur catastrophique en raison de fausses alarmes potentielles. Avec le temps qui s'écoule, le président fait face à une fenêtre incroyablement étroite de seulement 10 à 15 minutes pour prendre une décision concernant la défense et une riposte. Le temps de déplacement rapide des missiles balistiques intercontinentaux laisse peu de place à l'erreur, d'où le court délai de réaction. Certes, il faudra plus de temps aux missiles russes pour atteindre les États-Unis, mais un missile balistique intercontinental ne peut être intercepté que pendant la phase de mi-parcours, sa deuxième phase sur 3. Le missile peut atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 20, soit environ 15 000 miles par heure. Ainsi, les États-Unis déploieraient rapidement des intercepteurs de missiles au sol dans des silos sur des bases comme Vandenberg et Fort Greely en Alaska, et des navires Aegis pour renforcer la défense. Que les missiles entrants puissent être neutralisés ou non, l'attention se déplacerait rapidement vers la planification d'une frappe de représailles, alors que l'horloge continue de tourner. À cet instant, la règle des 2 hommes devient cruciale. Ce protocole assure qu'une seule personne ne peut pas lancer unilatéralement d'armes nucléaires. Le président détient le football nucléaire, officiellement nommé sacoche d'urgence présidentielle. Cette mallette en cuir contient des éléments cruciaux. Le livre noir détaillant diverses options de frappe, des codes d'authentification pour vérifier l'identité du président, des codes nucléaires, du matériel de communication sécurisé, des protocoles de diffusion d'urgence et une liste d'emplacements de bunkers sécurisés pour un abri potentiel. Le football est une bouée de sauvetage, permettant au président d'évaluer rapidement la situation et d'autoriser une attaque nucléaire si nécessaire. Et dans notre scénario hypothétique, c'est absolument le cas, donc le président prend la décision de lancer. Cet ordre est transmis au président du comité des chefs d'état-major interarmés, via le football. Le comité des chefs d'état-major interarmés, à son tour, vérifie l'identité du président à l'aide d'un code de défi, qui est confirmé par le code d'authentification correspondant du biscuit nucléaire, une petite carte portée par le président. La carte agit comme un dispositif d'authentification à 2 facteurs, et est essentielle pour garantir que l'individu qui donne l'ordre est bien le président légitime. Une fois l'ordre validé, il est transmis sous forme d'ordre de guerre d'urgence, ou ordre de guerre d'urgence au Centre de commandement militaire national, souvent appelé la salle de guerre. 50. Ordre de guerre d'urgence est ensuite transmis aux plateformes de livraison nucléaire, notamment les silos de missiles et les sous-marins. Vous vous demandez peut-être, est-il sûr pour un président d'être sur le terrain, ou dans un bunker tout en prenant ses décisions qui changent le monde ? Absolument pas. C'est pourquoi un E-4 B-Night Watch, un Boeing 7447 militarisé connu sous le nom de l'avion du jugement dernier, est préparé pour l'évacuation du président. Cet avion de 223,2 millions de dollars sert de centre de commandement mobile et est équipé pour résister aux effets d'une impulsion électromagnétique et maintenir la communication même en plein chaos nucléaire. D'une capacité de 111 personnes, cet avion permet au président, au secrétaire à la défense et au chef d'état-major interarmé de contrôler les opérations militaires, assurant la continuité du commandement. Les missiles balistiques intercontinentaux émergeant de silos à travers 5 États américains mènent les frappes de représailles. État. Alors que la première vague de missiles balistiques intercontinentaux vole vers ses cibles, les États-Unis, activant leurs sous-marins de classe Ohio, qui attendaient des ordres à des emplacements non divulgués. Les 2 vagues de missiles seront tout simplement dévastatrices.
Le SIOP 62 prévoyait une frappe nucléaire massive contre l'Union des républiques socialistes soviétiques, la Chine et leurs alliés, avec 3200 ogives, totalisant près de 8000 mégatonnes de puissance explosive. Mais quelle serait leur cible aujourd'hui? C'est comparable à déchaîner plus d'un demi-million de bombes d'Hiroshima. Les conséquences d'un tel plan sont effroyables. On estime à 285 millions le nombre de morts et à 40 millions le nombre de blessés en quelques heures. C'est pourquoi la conférence des parties 63 a été modifiée pour passer d'un appel à une frappe massive et indifférenciée à la cible de menaces militaires spécifiques. C'est probablement la voie que notre scénario actuel prendrait, en essayant d'abord une réponse plus stratégique plutôt qu'une annihilation totale. Ainsi, les missiles lancés par les États-Unis cibleraient les sites de missiles nucléaires russes, dans le but de prévenir une escalade supplémentaire, les sites militaires éloignés des villes, dans le but de dégrader l'infrastructure militaire russe sans causer de pertes civiles excessives, les sites militaires près des villes qui abritent l'appareil militaire central, et les centres de commandement et de contrôle, dans le but de perturber le processus de prise de décision de la Russie. Ne vous y trompez pas, le fait que les États-Unis tentent d'abord une approche plus stratégique ne signifie pas qu'une attaque globale est exclue. En cas de besoin, les États-Unis peuvent toujours lancer une attaque massive contre la Russie en utilisant tout leur arsenal nucléaire disponible. Une attaque de spasme ciblerait probablement les principaux centres de population et pôles économiques, ce qui serait aussi l'approche probable de la Russie. Jusqu'à 10 ogives seront larguées sur chaque grande ville russe, dans le but d'entraver la reprise de l'autre côté. Selon la simulation de Princeton que nous avons mentionnée plus tôt, cette partie d'une attaque à elle seule entraînerait plus de 85 millions de victimes en seulement 45 minutes. Au total, plus de 90 millions de personnes mourraient ou seraient donc gravement blessées en seulement quelques heures après le début d'un conflit nucléaire à grande échelle. Ainsi, quelle que soit la manière dont une guerre nucléaire débute, elle se termine toujours de façon identique. Une citation souvent attribuée à Albert Einstein la résume le mieux. Je ne sais pas avec quelles armes la Troisième Guerre mondiale sera menée, mais la Quatrième Guerre mondiale sera menée avec des bâtons et des pierres. Il semble donc que dans une guerre nucléaire, le seul coup gagnant est de ne pas jouer du tout. Mais qu'en pensez-vous? L'Armageddon nucléaire est-il le seul résultat possible d'un conflit nucléaire, qui entraînerait très probablement aussi l'OTAN et d'autres puissances nucléaires? Quelles alternatives pourraient empêcher une telle catastrophe dévastatrice? Partagez vos avis et scénarios dans les commentaires ci-dessous. Merci de votre visionnage. Allez maintenant vérifier les principales cibles nucléaires de la Russie, ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.